peut tout changer en fait en post-production. On peut complètement modifier l'entièreté de ce qui a été enregistré au tournage. Donc si c'est raté en tournage, peu importe, on va le refaire en post-synchro. On peut tout rattraper? On peut tout rattraper. Certains font leur truc comme s'ils j'avais jamais quitté le plateau de tournage, quoi. On retrouve la même émotion. C'est hallucinant. Il y a certains comédiens, hein, c'est pas tous, personnalités comme Hugh Jackman par exemple, qui avait des post-synchro à faire sur un film américain. Et puis, mais le mec est arrivé, hyper tranquille, avec son casse-croûte, et on a mangé ensemble le casse-croûte. Hello tout le monde, c'est Sam, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 18e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, on va aller derrière l'image, on va parler du son avec notre invité qui a plus de 20 ans d'expérience. On va découvrir ça avec lui. Florent Fournier-Sicre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia. On va Enchanté. parler de ton studio Floppybo que tu as installé à Marseille depuis les années 2000. Mais Ouais. avant ça, on va commencer cet entretien avec un objet que tu as ramené et je ne crois pas qu'il ait un lien avec le son. À première vue. Oui, alors voilà, donc c'est un peu particulier, c'est un peu spécial, mais en fait c'est un torchon classique que tout le monde peut retrouver chez lui. Et en fait, pour moi, c'est un instrument, c'est pas un torchon. Je m'en sers presque systématiquement dans tous les bruitages de films animaliers sur lesquels je travaille. Et avec ça, je fabrique des sons d'ailes d'oiseaux. D'accord. Donc Comment? je peux faire des sons de petits oiseaux ou de sons d'autres aussi plus gros. Et donc ça, par exemple, l'oiseau est passé. Après, je peux faire aussi Ah oui. un tout petit oiseau qui est passé. En fait, voilà. Donc c'est tout con, mais c'est juste J'adore, pour dire, avec un objet bête, en fait, oui. c'est juste basique, on peut réussir à faire des choses originales en son, et selon le mouvement qu'on fait avec, on a vraiment l'impression d'entendre le son. Complètement. Si on montre l'oiseau avec ce son, on a l'impression d'avoir un oiseau. Donc voilà, c'était juste le clin d'œil. Eh ben, c'est super pour de bruiteur. introduire ça, effectivement, parce qu'on va parler des coulisses, de tout ce qu'on entend et de ce qu'on ne voit pas forcément. Tu as créé Floppybo en 2000. Comment est-ce que c'est né? À l'époque, j'étais sur Paris. Je travaillais sur Paris, donc je suis Marseillais en fait, qui allait s'exporter à la capitale et qui, à l'époque, on n'avait pas vraiment le choix parce qu'il fallait vraiment travailler sur Paris pour pouvoir s'exprimer dans le son et dans l'audiovisuel et particulièrement dans la post-production son. Il y avait rien à Marseille, quasiment rien. Je crois qu'il y avait un petit studio qui faisait, des choses comme ça, par-ci par-là, mais il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, dans mon cursus, à un moment donné, je me suis retrouvé à avoir besoin de mon indépendance, à avoir besoin de travailler sur mes projets avec des gens avec qui j'avais des affinités. C'était l'opportunité de monter une société parce que à l'époque, j'étais en CDI dans une chaîne de télévision, dans le groupe TF1. Et à cette époque, je faisais parallèlement de la musique, beaucoup de studios en musique, et on avait amorcé le travail de post-production son sur des films, des courts-métrages, avec des super rencontres, vraiment. Et j'étais propulsé à un moment donné dans le monde du long métrage à Paris parce que j'étais un très bon monteur son sur l'outil Pro Tools qui est l'outil le plus utilisé aujourd'hui et qui intéressait beaucoup les gens du cinéma. Donc du coup on m'a dit toi viens par là, et je me suis mis à faire du son pour le cinéma vraiment, et je me suis dit mais je veux plus travailler en télé, je veux faire du son, et je veux faire du son après ou à Marseille, parce qu'en fait, pas parce qu'il y avait personne et que c'était l'occasion, c'est juste parce que j'étais Marseillais et que j'avais pas envie de rester sur Paris. Donc, en 2000, j'ai décidé de monter ma boîte et de gagner mon indépendance quelque part. J'ai fait ça progressivement, mais j'ai pas fait ça violemment, en toute sécurité. Mais il y avait déjà une expérience, puisque tu en avais créé 2 de studios auparavant, me semble-t-il. À Paris, un à Saint-Ouen aussi, donc il y avait déjà une base. Oui, alors je sais pas comment tu as eu ces informations, mais c'est vrai que j'ai monté, en fait, je me suis associé tout de suite avec un studio qui s'appelle Studio de la Lune à Paris, avec qui j'avais pas mal d'affinités et de complémentarité. Donc on a fait pas mal de musique. Lui était très axé sur la composition, la guitare. Il avait fait l'école Berkeley à Boston, aux États-Unis. Donc il avait un beau bagage là-dessus, et moi j'avais un beau bagage en musique aussi, parce que je fais de la musique depuis petit, je suis dans le truc, et donc du coup j'avais cette compétence technique en plus d'ingénieur du son. Formation, par formation, et aussi musique par mon expérience. Et donc on avait travaillé ensemble pour faire le studio de la Lune, et on l'a développé, on a fait le deuxième studio à Saint-Ouen, justement, et on avait un super plateau, c'était magique, on avait 100 mètres carrés de prise de son, c'était avec 4,50 m de hauteur sous plafond, on a pu faire venir des artistes dans tout genre, tout style de musique confondu, faire des émissions radio pour Nova, c'était super, quoi, on s'est régalé à l'époque. D'accord. Et d'où vient le nom de Floppybo?
Alors, Floppybo, c'est Florent, moi, Pierre Lopez, et Bobzilla, bien connu à Marseille, Robert Assolène, qui eux sont tous les deux passionnés de cinéma. Pierre Lopez, comédien, assez connu pour les collègues, mais d'autres films aussi. Et il travaille beaucoup il a très souvent travaillé pour Jiménez. Et puis Bob, qui lui, en fait, ce sont des amis. En fait, ce sont pas des gens avec qui j'ai commencé à travailler ou avec qui on s'est dit tiens, on va monter une société ensemble. Il y a eu une affinité. Le nom est arrivé comme ça, de retour de vacances. Très bien. Donc, tu es situé maintenant à la Pointe-Rouge à Marseille. Concrètement, c'est quoi une journée type pour toi? Allumer le matos, il y en a beaucoup. Mais en fait, comme je suis indépendant, gérant en fait d'une société, la journée type, c'est s'occuper de tout ce qui se passe dans une société. Il y a l'aspect technique évidemment, parce qu'on n'utilise que des outils techniques. Il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect donc les facturations, contacter des gens, répondre à des demandes, etc. Et il y a l'aspect organisation, c'est trouver les gens pour faire les bonnes choses, être accompagné de qui il faut pour certains projets. Donc ça veut dire anticiper sur les projets. Il y a tout un travail assez basique de gérant quelque part, sans parler de la compta. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie du quotidien quasiment. Et le son, évidemment, qui représente 70-80% du temps à peu près de ma journée, sachant que je travaille 10 à 12 heures par jour, en gros. En dessous, j'ai l'impression de ne pas avoir commencé ma journée. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ce qui fait qu'on fait le travail de gérant et en même temps d'ingénieur du son et essayer d'avoir le cerveau dégagé pour pouvoir être créatif, inventif, et voilà quoi. Et comment il est aménagé cet espace et qui peut y venir? Alors, il est aménagé en plusieurs espaces de travail de son, et quasiment exclusivement. C'est-à-dire que quand on y rentre, on a un sas, on rentre déjà dans un studio de bruitage qui me sert aussi à faire de la post-synchronisation. Donc c'est un lieu entièrement insonorisé. Ce sont des lieux, ils sont tous très insonorisés les uns des autres, c'est-à-dire avec des épaisseurs de murs. Comme ça, j'ai un peu abusé, mais c'est bien, ça permet d'avoir un truc super isolé. Donc cette pièce-là sert à l'enregistrement essentiellement et elle fonctionne très bien. Ensuite, tu as une régie assez volumineuse dans laquelle je peux faire du mixage 7.1 pour l'instant, Atmos la fin de l'année. Et en fait, c'est une configuration assez qui est pas trop grande ni trop petite, qui a un équilibre en fait entre la taille et le côté humain. On n'est pas dans une salle de cinéma, ce qui m'aurait pas déplu quelque part, mais c'est un autre business quand même après de partir sur des grandes salles de cinéma. C'est pas le quotidien de cinéma à Marseille. Ouais, c'est quoi le quotidien? Le quotidien, ça va être de tout. Ça va être du cinéma, mais ça va aussi être... là, je travaille sur un film pour une fondation. Je travaille sur du documentaire animalier. J'en fais plusieurs par an. Je travaille sur des courts-métrages, assez souvent. Sur des longs-métrages, sur des parties. Donc, ça peut être du bruitage. Ça peut être... Mais ça, c'est pas tout le temps non plus. C'est sur du long-métrage, ça va être souvent. Ou la série, qui est assez fréquente aujourd'hui. Ça va être de la post-synchro, beaucoup de post-synchro sur ces choses-là. Et après, ça peut être de la pub, ça peut être un film d'entreprise quelconque. Tous les médiums existent. Exactement. Donc en fait, je traite un petit peu tout. Je suis très content de faire de tout, en fait. Oui, complètement. Parce qu'en fait, ça permet de pas être focalisé sur un seul type d'art, on va dire. Sachant que, étant passionné de son, forcément, tout m'intéresse en vrai. Je suis pas plus ou moins moins intéressé par un mixage pour, par exemple, M6, de quelque chose qui va être qui de l'ordre du reportage et qui va être assez simple, on va dire, techniquement et artistiquement, qui représente pas grand-chose. Mais en fait, j'ai envie que le son soit génial, même pour ça et aussi bien pour un film qui va terminer en salle. Pour n'importe quelle situation, en fait, c'est cette passion qui m'anime et qui fait que paf, je vais tout faire pour faire un bon son. Quitte à passer 2 fois plus de temps parce que je suis tombé sur un pépin ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est juste pour le plaisir d'arriver à cette finalité. Complètement. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, ça peut paraître abstrait. Comment le son est déterminé au cinéma? Est-ce qu'il est vraiment pris uniquement sur le tournage? On s'imagine pas forcément qu'il est travaillé derrière en post-production. On peut parler d'enregistrement, mixage, montage de son, bruitage, restauration sonore. Toi, généralement, les films que tu reçois, on va se concentrer sur la fiction, ils arrivent dans quel état les films? Ils ressemblent à quoi? En fiction, c'est très variable. Tu peux avoir une situation de tournage qui facilite le travail de l'ingénieur du son, qui peut être bon ou mauvais aussi.
tous pas forcément égaux dans tout ce qu'on fait, mais il y a des situations où ça peut être génial, où on a de très bons sons de prise de son sur le tournage, qui font qu'on a des dialogues, principalement, ce qui est le cœur quand même des fictions en général, c'est le dialogue. On arrive à avoir des sons géniaux. Ça arrive fréquemment. Et surtout sur le court-métrage, où il y a peu de moyens. Et j'aime bien travailler sur les courts-métrages parce qu'on travaille sur des projets qui sont originaux souvent et qui n'ont pas une démarche commerciale, qui n'ont pas des contraintes de production, qui n'ont pas des contraintes. Les seules contraintes sont celles qu'on s'impose, que le réalisateur, producteur veut s'imposer. Donc il y a une certaine liberté, si ce n'est que il n'y a pas d'argent forcément, on peut. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas forcément tous les moyens pour l'enregistrement. En tournage et d'avoir les bonnes ambiances, tous les dialogues propres avec les bons chefs, les bons micros en perche, en stéréo, en MS, enfin tous les formats possibles. Il n'y a pas forcément tout ça. Donc en fait, il y a une grande variété de sons qui arrivent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais sachant que l'idée, quoi qu'il en soit, quelle que soit la source, l'idée c'est en finalité avoir le meilleur son possible, d'avoir de raconter les plus belles histoires possibles. Donc en fait, il y a plus de travail certes quand le son est abîmé, mais on peut le refaire. On peut tout changer en fait en post-production. On peut complètement modifier l'entièreté de ce qui a été enregistré au tournage. Donc si c'est raté en tournage, peu importe. On va le refaire en post-synchro. On peut tout rattraper ? On peut tout rattraper. On peut tout rattraper, en fait, c'est qu'une question de volonté. Après, c'est pour un ingé son, c'est très simple de prendre une situation. Alors, pour les comédiens, il faut avoir des bons comédiens, mais évidemment, c'est pas facile, ça, c'est moins évident. Parce qu'on ne dépend pas de soi-même, on n'est pas seul, on a le comédien quand même à gérer. Mais, en dehors de ça, en fait, on peut reproduire tout ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que si en tournage, on a une action, on a une scène avec des accessoires, avec n'importe quoi, tout ça, on peut le reproduire. Soit en intérieur, soit en extérieur. On peut aussi bien aller refaire le tournage sonore. Et ça marche très très bien d'ailleurs, puisqu'on va cibler exactement ce qui a été monté et on va mettre en relief vraiment les sons dont on a besoin. Voilà, donc il y a un côté presque parfait. En fait, on subit pas, en post-production, on subit pas les problématiques de tournage. C'est important de le souligner effectivement parce que ça peut rassurer certains cinéastes qui débutent justement et qui se mettent beaucoup de pression et qui se disent peut-être que ce que je vais rater en tournage ne sera pas récupérable derrière en termes de son évidemment. Alors il faut éviter évidemment les mauvaises prises de son sur le set, ouais. Mais c'est intéressant de pouvoir souligner que c'est possible. Alors c'est possible, mais ils le savent pas tous et ils se rendent pas compte à quel niveau, jusqu'où on peut aller en fait. Et aujourd'hui, avec les outils qu'ont à disposition les réalisateurs, monteurs, casquettes, producteurs, monteurs, réalisateurs, ils font tout. Il y en a plein qui arrivent aujourd'hui à se dire bon, mais, ok, j'ai des outils maintenant informatiques qui me permettent de tout faire. Ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est une équipe et qu'il y a besoin aussi bien pour l'image, mais aussi pour le son, et qu'on a besoin en fait, de se reposer. Ils ont besoin de se reposer sur ces gens-là, mais ils le savent pas en fait. Ils sont pas franchement informés ou ils se rendent pas compte à quel niveau. Ce qui fait qu'ils utilisent par eux-mêmes des outils qui sont de dépannage qu'on peut avoir sur des outils classiques de montage, que Premiere, Resolve et compagnie. Par exemple, pour nettoyer des dialogues, ils vont s'amuser à travailler ça avec des nettoyeurs, entre guillemets, qui sont intégrés dans ces systèmes, mais qui, en fait, n'ont rien de cinématographique. Il y a plus, humainement, il se passe plus rien. Il y a qu'une voix, il y a qu'un message, il se passe plus rien. Et en fait, ils se rendent pas compte de cette problématique-là. Vraiment. Ils se disent, ouais, c'est bon, un son pourri, j'ai réussi à le rendre bien. Donc, ok, ça me suffit, ok. Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte en faisant ça, ils ont carrément enlevé, en fait, l'âme de la personne qui parle, et même ce qui se passe dans le lieu où il se trouve, en fait, la matière, en fait, sonore du lieu dans lequel il se trouve, il l'oublie, ce qui fait qu'en fait, ça épure le truc, oui. Mais en fait, ça enlève le sens, enfin, ça enlève toute l'émotion, ça enlève énormément de choses. Oui, mais ça veut dire qu'au montage de son, on peut donner une autre intention sonore. Ce qui peut être intéressant dans cette phase de post-production, c'est d'expliquer quelle est la différence entre le montage de son et le mixage de son. C'est deux métiers différents. Mais l'un ne va pas sans l'autre, ça s'entrecroise évidemment. On parle de la même chose, la même matière, on est en post-production, ok. Le montage son, c'est l'idée de se dire qu'est-ce qui va raconter l'histoire qu'on a sur le scénario, qui a été tourné et qui a été ensuite monté par le monteur image. Et à ce moment-là intervient le montage son. Qu'est-ce qu'on va faire pour raconter cette histoire-là, pour la rendre plus forte, plus sincère. Donc c'est rajouter, c'est amener, c'est agrémenter tout ça. On peut mettre dans le montage son ce qui est son design. Le son design fait partie du montage son dans le sens où on extrapole
le subjectif humain, on essaie d'aller au-delà de ce qu'est la réalité, en fait. Et donc, en fait, à ce moment-là, on a toute la liberté d'ajouter les sons qu'on a envie de raconter. C'est-à-dire, on est là, on est par exemple dans cette pièce, qu'est-ce qu'on veut raconter? On veut raconter une ambiance pesante, une ambiance légère. Est-ce que je fais jouer des oiseaux à l'extérieur? Ou est-ce que je fais jouer des voitures qui passent? Ou est-ce que je fais jouer un métro? Ou alors une clim insupportable? Et donc, en fait, je vais amener le cerveau du spectateur sans qu'il s'en rende compte. C'est subliminal, quelque part. C'est que je l'amène dans un truc, dans un état, en fait. Il se rend pas compte une seconde dans quel état il s'est mis. Il se dit même, mais il n'y a pas de montage son. Non, ça sert à rien. C'est pas ça. En fait, oui, ça a été réfléchi, ça a été travaillé pour que le cerveau du spectateur soit amené dans le meilleur état possible pour recevoir l'histoire qu'on va lui raconter. Voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on parle d'abord d'audiovisuel. Avant de voir, alors, on entend. Ouais, alors le mot exact, je sais pas, les deux se valent. Il y a une chose évidente, c'est que quand on est en salle de cinéma et qu'on regarde un film, si on ferme les yeux, on le voit plus, alors que les oreilles, elles, fonctionnent toujours. Bien sûr. Donc, on peut toujours se boucher les oreilles, mais elles sont fortes, on l'entendra quand même. Et l'audiovisuel, oui, certes, mais les deux se valent, les deux se portent. C'est un travail commun, c'est pas l'un contre l'autre ou l'un face à l'autre, c'est vraiment un travail en symbiose, quoi. Exactement. Et dans cette post-production aussi, il y a ce bruitage. On a commencé l'interview avec ce fameux chiffon qui produit des bruits qu'on connaît très bien. Comment se passe le bruitage chez Flo Pibault? Dans le process, il y a un film qu'on reçoit pour lequel il faut faire du bruitage, pour lequel on me demande de faire du bruitage, admettons. Là, je vais avoir un travail de préparation pour préparer tous les accessoires nécessaires. Ça va conditionner le temps et les gens qui vont devoir travailler ou pas avec moi, si c'est complexe ou pas. Savoir s'il y a un travail qu'en intérieur ou un travail en intérieur plus extérieur. C'est parce que ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On a en fait des besoins qui peuvent être complexes et qui sont peut-être plus faciles à réaliser à l'extérieur qu'en intérieur. Même si on a un grand auditorium de bruitage, c'est pas forcément plus efficace et plus adapté. On va avoir un son qui va être plus sincère, plus adapté si on va le faire dans un extérieur qu'on connaît, qu'on maîtrise, en nature par exemple, ou même voire en ville, avec des matières ou dans un appartement, tout bêtement dans un lieu en fait fermé. Enfin, en tout cas des choses qu'on peut faire en dehors du studio de bruitage. Donc en fait, on prépare tout ça. Et là, c'est du marathon. C'est très éprouvant, le bruitage. C'est drôle comme ça quand on le voit vite fait, mais en fait, ça demande beaucoup de concentration parce qu'on a une acuité visuelle permanente en fait et auditive sur ce qu'on produit comme son. Donc, il faut en permanence être à l'image près, enfin à l'image, en tout cas le plus proche possible pour avoir un résultat le plus fini en fait, quelque chose qui soit écoutable tout de suite, pas quelque chose sur lequel qui demanderait du montage. Dans ce cas-là, ça a pas beaucoup d'intérêt. Si on fait du bruitage pour faire autant de montage derrière, c'est un peu bête, quoi. C'est autant faire du montage directement en utilisant la moitié des sons dans les banques de sons qui existent aujourd'hui, parce qu'il en existe des milliers, donc autant puiser là-dedans. En fait, en vrai, le bruitage, c'est le meilleur moyen pour arriver très rapidement à ses fins en termes de sonorité pour la fabrication de quoi que ce soit en son. Est-ce que tu peux me citer en exemple quelques objets du quotidien comme ça, qu'on a tous sous la main tous les jours et qui servent justement à faire des bruits qu'on entend au cinéma? Oui, donc il y a ça par exemple, il y a le torchon qui est assez, pour moi en tout cas sur les films animaliers sur lesquels je travaille, c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Après, je dirais que c'est pas forcément, sont pas des choses familières. Enfin, c'est familier, c'est par exemple utiliser de la matière terreuse, de la matière de feuilles ou de la matière c'est des matières qui sont classiques, qu'on utilise beaucoup en animalier. Après, sur la fiction, en fait, il y a énormément de chaussures, en vrai. C'est de la chaussure. C'est de la chaussure, et sur une fiction, on peut faire 4, 5, 6 000 pas. Donc, à la montre, elle nous dit, vous avez fait 6 000 pas aujourd'hui, super. Je vais arrêter mon bruitage, alors. C'est vraiment le plus gros du travail en bruitage, ce sont les pas. Voilà, c'est vraiment la grosse masse. Et puis après, c'est de l'étoffe. Alors ça, avec ça, on peut faire aussi bien donc oiseau, mais on peut faire aussi plein de présences. Passer une matière, selon si on la met sur ça fait un son. Ça fait un son. On peut faire un vêtement comme ça, on peut faire un collant. Enfin, il y a plein de manières d'utiliser cette étoffe-là. Et en fait, que ce soit un torchon ou que ce soit une autre matière plus acrylique ou plus épaisse,
Enfin, voilà, il y a d'autres. Il faut avoir en fait une panoplie de torchons plus ou moins épais et en matières différentes. Et on arrive à faire beaucoup de choses avec ça. Et comment tu as appris quel objet peut faire tel bruit? Est-ce que ça passe aussi par beaucoup de phases d'expérimentation, de tests? Alors c'est un travail un peu de psychopathe de son, du son, c'est-à-dire qu'en fait l'idée, voilà, c'est écouter tout le temps. En fait, c'est un travail de psychopathe. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, c'est un peu l'autiste du sens auditif. C'est un peu se dire, ah j'ai entendu ça, qu'est-ce qui a fait ce son-là? Je dis, ah c'est ça, ah ouais c'est ça, ah ouais, incroyable. Et donc, du coup, il se passe des choses hallucinantes quoi. En fait, on se rend pas compte en fait, mais si on ferme les yeux, on écoute, on se dit putain, ça fait ce son-là. Ah ouais, c'est incroyable. Ça, je vais l'utiliser pour ça ou ça. Ou alors quand on est en train de faire du bruitage, quand on est en train de faire manipuler des objets, des trucs, la matière, ça peut être, toutes sortes de matières. On utilise cette matière et là, on se retrouve à entendre des choses. Fait, oula. Ah mais ça va me servir à ça. Ah ouais, ok. Et donc en fait, on découvre, on écoute, on découvre et comme ça, après, on essaie de retenir le maximum de choses et de s'enrichir de ça et de retenir le maximum de choses. C'est pas forcément évident parce que des fois, il m'arrive de devoir reproduire des sons que j'ai déjà fait avec une bonne technique, en étant hyper content de mon travail et puis de me retrouver comme un con, à dire j'ai fait ça comment? Et là, je cherche. Je me rappelle plus, donc je repars à zéro. Ouais. Et au bout d'un moment, souvent, je retrouve mes marques, quoi. Je sais à peu près comment j'avais fait ce travail, quoi. Alors, il n'y a pas que le son des objets qui est reproduit, il y a aussi les voix, certains dialogues. En post-synchro, là aussi, comment est-ce que ça s'articule? Tu vois les comédiens, tu les vois retravailler. Là aussi, le travail de précision est important. Oui, alors c'est un travail un peu particulier, puisque en fait, les comédiens viennent en post-synchronisation souvent après 3, 4, 6 mois, voire 1 an après le tournage. Ils sont eux-mêmes sur un autre tournage, en train d'avoir une autre émotion, de vivre un autre personnage, de vivre autre chose. Donc, et ils doivent arriver à 1 heure dans le studio. Ils arrivent, ils s'installent, on se brief éventuellement ou pas, des fois, selon les comédiens, s'ils ont le temps ou pas le temps. Et donc ça peut être plus ou moins pressé. Donc ils arrivent, ils s'installent, ils font certains font leur truc comme s'ils j'avais jamais quitté le plateau de tournage, quoi. Ils retrouvent la même émotion. C'est hallucinant. Il y a certains comédiens, c'est pas tous, souvent les Américains, qui ont une vraie formation sur ce travail et qui ont une facilité en fait de vite absorber, vite prendre le truc. Ils sont très concentrés. Ils sont pas du tout. Il y a pas de légèreté en fait quand ils arrivent. La plupart du temps, je dis ça parce qu'en fait j'en ai fait pas mal en fait d'Américains. Donc du coup ils ont une manière de travailler hyper pro, hyper stricte. C'est hyper efficace. Concentration. Ils sortent le truc, ça marche. Je fais OK. Donc on sait que la première prise est bonne. On sait que la deuxième, c'est une deuxième proposition. Et la troisième, une troisième proposition. Donc ça, c'est génial. En fait, c'est ce genre de situation hallucinante où on comprend pas comment un comédien, comment un humain arrive à se replonger, à switcher comme ça avec une rapidité hallucinante en fait dans un personnage, quoi. Ils l'ont vécu, c'est quelque chose qu'ils ont vécu puisque c'est une expérience vécue. Donc c'est pas quelque chose qu'ils découvrent, mais ils arrivent à se rattacher à ça. Et les Français qui ont eu cette formation-là font la même chose. Il y a des Français qui arrivent à faire la même chose, qui est assez bluffant aussi. Toi, tu reçois beaucoup de productions aussi internationales. Là, tu viens de citer les anglo-saxons, la culture un peu américaine. Est-ce que tu as le souvenir de certains acteurs ou de personnes, d'équipes de films qui sont venus à Floppybo et qui t'ont marqué particulièrement? Alors, oui, il y a des personnalités comme Hugh Jackman, par exemple. Hugh Jackman qui avait des post-synchro à faire sur un film américain, qui était un petit film comédie gentil, sans prétention, mais avec de beaux acteurs, enfin voilà, américaine quoi qu'il en soit. Et donc il est arrivé avec sa pas une limousine, mais une énorme voiture. Je sens que c'est pas le même niveau, quoi, il se passe pas la même chose. Et puis, mais le mec est arrivé, hyper tranquille, avec son casse-croûte. Et on a mangé ensemble le casse-croûte. Il est venu avec 1 heure d'avance ou quelque chose comme ça sur la session qu'on avait en direct avec les Américains à ce moment-là. Parce qu'en fait, essentiellement, je travaille en transmission. C'est-à-dire que les comédiens sont à Marseille, les comédiens viennent dans la région pour soit travailler, soit pour passer du bon temps. Et donc, ils cherchent un studio pour faire ce type de job. Ils viennent me voir parce que j'ai une grosse expérience dans ce domaine-là. Et donc, je travaille avec ces productions américaines en tout genre. Trucs très bizarres,
des Warner, C'est ça. Ouais, j'ai même vu qu'il y avait eu The Walking Dead, One Day aussi qui sont venus chez... Oui, il y a eu plein. Alors ça, sur ces deux-là, j'ai travaillé, ça a été assez court. Il y a eu d'autres projets plus longs avec d'autres comédiens ou voilà, des choses qui durent plus longtemps, sur plusieurs journées, voire. Là, ceux-là ont été courts. Ouais. J'ai noté Étoile aussi, par exemple. Mais c'est drôle parce que, alors, pour l'anecdote sur Walking Dead, ce qui est drôle, c'est que, donc là, on a affaire à une industrie quand même sérieuse. Et ce qui est super drôle, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des fonctionnaires de l'audiovisuel. C'est-à-dire? Pire que du France Télévisions. J'exagère, j'ai rien contre France Télé, mais c'est juste qu'en fait, ils sont dans une routine. Je crois que ça fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble, ces gens. Et en fait, ils se connaissent tous par cœur. Ils ont eu des enfants entre-temps, machin, ils ont grandi, ils sont partis à la retraite. Enfin, c'est une vie. 15 ans, c'est énorme. Voilà. Et ces gens-là, en fait, ils en ont fait tellement. Ils en ont fait tellement d'épisodes, ils en ont fabriqué tellement de saisons, les spin-offs, enfin il y a tout, il y a eu tellement de choses que finalement à arriver, c'est le train-train quotidien. Ouais, ok, on va enregistrer. Ok, il y a ok, tel comme ils s'en foutent. Enfin c'est juste classique. C'est du banal chez eux, c'est du grand banal. Mais c'est rare. C'est vraiment Walking Dead, ça a été vraiment les seuls qui m'ont fait vraiment ressentir ça, quoi. D'accord. Ce côté routinier, quoi, le truc. Ok, bon. On a quel épisode là? Ok, on finit. Je fais quoi ce soir? Ouais, c'est bon, on s'en fout, ouais, c'est bon. C'est très spécial. J'imagine qu'il y a une fierté quand même quand on s'installe à Marseille au début des années 2000, on est Marseillais, studio local, puis qui se développe au fil des années et qui reçoit des productions internationales. Comment ça s'est développé en 25 ans, Floppy Bo? Alors le principe que j'essaie de mettre en place à la base, à l'époque des fin 90, début 2000, c'était de se dire, bon, à Marseille, c'est le désert. Il n'y a pas grand-chose. Il y avait, comme je disais, un studio et encore vaguement un studio qui se prétendait faire que du cinéma, donc pas ouvert sur rien d'autre, donc c'était compliqué. Un autre qui était ouvert sur la prison, là où ils ont atterri. Mais en fait, il y avait rien. Et donc je me disais à cette époque, mais comment je vais faire? Je vais arriver dans un lieu en fait où il n'y a pas de tournage. De toute façon, il y a un petit peu de tournage. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. À l'époque, il n'y avait pas de Plus belle la vie. Il y avait rien. Et je m'étais dit, bon, moi de toute façon, j'ai envie de travailler à Marseille. C'est ma ville. Je veux retourner sur Marseille. Paris, j'en pouvais plus. J'étais saturé. Donc ce qui m'intéressait, c'était de m'installer à Marseille et de travailler avec les Parisiens. Se dire, ok, j'avais une grosse expérience sur Paris, je me débrouillais plutôt bien. Donc, j'ai décidé de partir de Paris pour venir sur Marseille, parce qu'à Marseille, il y avait tout à faire, même s'il n'y avait pas beaucoup d'activités. Donc, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas revenir sur, voilà, là où j'ai grandi, où ça se passe bien pour moi, en tout cas par rapport à la météo et le reste. Et puis, je me suis dit que l'idée, quand même, principale, c'était de fournir un travail, un résultat équivalent à celui qu'attendent les Parisiens, parce que c'est là que ça se passe, tout est centralisé, 95% à l'époque, voire 99% à l'époque, de la production se faisait là-bas. En région, nulle part, il n'y avait rien, ça a été bien développé bien après, en fait, sur Montpellier, sur Sète et sur tout le reste, en fait, Strasbourg, Nantes, Lille, etc., Lyon. Il n'y avait rien nulle part, en fait, Paris concentrait toute la production quasiment. Et donc l'idée, c'était de se dire, bon, de toute façon, si je veux faire de l'audiovisuel, si je veux faire de la post-prod, à un moment donné, je vais être obligé de travailler avec Paris, parce que j'aurais pas de travail de toute façon. Donc, quand même, l'idée, comme j'aime le travail bien fait et que je suis passionné, c'est de se dire, bon, je vais faire du travail qualitatif, le meilleur possible, qui me satisfasse et qui aussi satisfasse voilà, tout le monde. Et là, quel est l'objectif un peu prochain pour le studio? Il y a le prochain objectif, ce sera de finaliser l'installation du Dolby Atmos cette année, ce qui est en cours. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le Dolby Atmos, c'est un système intelligent, en tout cas, qui paraît bien compliqué, qui est un peu compliqué à mettre en œuvre, en tout cas pour le particulier. Pour le professionnel, c'est du stéréo, plus du stéréo, plus du stéréo, plus du stéréo, plus du stéréo. En gros, c'est du plus. Ok, voilà. Avec des contraintes particulières en termes de volume, d'espace, de puissance, il y a plein de contraintes. Donc, ok. Je vais plutôt expliquer l'idée, en fait, de ce que c'est, parce que techniquement, ça devient compliqué. Le truc, c'est qu'à l'arrivée, c'est quand même le téléspectateur, surtout, puisque la masse, elle se situe là, pas au cinéma, mais là, qui va écouter, et donc il faut que ce soit accessible pour lui. Alors l'idée, c'est de se dire, ok, moi je mixe dans mon studio un son qui va partir de là, qui va arriver ici. L'idée, c'est que le spectateur, chez lui, il ait la même chose. Il ait la sensation du son.
jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques... Bon, c'est encore le cas, mais quand je mixe hors Dolby Atmos, je fais dans mon studio bien équipé, étalonné, calibré, tout ce qui va bien, je fais passer mon avion, mon oiseau. Okay. Le client, donc final, qui est à la maison et qui est dans son canapé et qui regarde, il n'a pas mis les enceintes aux super endroits comme il fallait, etc. Donc qu'est-ce qu'il va avoir? Un son qui va faire il va partir par là où, donc il va pas du tout aller là où j'avais l'intention au départ. Le Dolby Atmos, il va considérer le fait d'un déplacement sonore, pas les enceintes dans lesquelles on les a mis. Ce qui fait que lorsqu'on va reproduire ça chez le spectateur, donc le téléspectateur qui est chez lui ou dans la salle de cinéma, les salles de cinéma, elles sont toutes différentes aussi. Le processeur qui va régénérer le son va le régénérer de telle sorte qu'il va l'amener comme il était prévu qu'il fasse son chemin, parce qu'il connaît la salle et le lieu dans lequel il le reproduit. D'accord. Et en gros, pour le téléspectateur, aujourd'hui, c'est avoir une barre de son installée avec sa télévision, avec 2, 3, 4 enceintes, réparties un petit peu n'importe où dans l'espace. L'appareil en question va détecter le lieu, va l'identifier, va dire « moi, j'ai besoin d'envoyer un son là-bas ». Comment je vais pouvoir le faire par rapport à la situation. Il y a un micro qui va permettre de faire toute cette identification de lieu. C'est la carte d'identité du lieu. Ça va l'intégrer dans la machine qui va ensuite processer le son, qui va ensuite le trafiquer pour renvoyer dans toutes ces enceintes le son pour que ça donne cette sensation. Tout un cheminement, ouais. C'est tout un cheminement, c'est très technique, c'est très techno, il y a quand même beaucoup de techno là derrière, mais c'est l'avenir du son parce qu'en fait c'est la réalité pour vraiment amener les gens dans ce vers quoi avec fidélité, quoi, se dire tiens je fais pas un mix que pour moi dans mon studio parce que jusqu'à présent les mix 5.1 en dehors de ce qui est destiné au cinéma, où on peut estimer que c'est quand même plus ou moins bien calibré. Chez les gens, c'est pas du tout le cas, c'est très rare. Il y a peut-être, je connais pas le parc de gens qui sont installés en cinéma ou enfin en tout cas avec des systèmes de reproduction sonore de bonne qualité. On en connaît très peu autour de nous. Je crois que j'en connais pas en fait. Et d'où vient cette passion concrètement pour le son, cette envie que tu as eue assez tôt, je crois, d'être ingénieur son? Très petit, j'étais très attiré par les sons dans le sens où lorsque j'entendais quelque chose à la radio par exemple, quand j'entendais une sonorité originale particulière, j'étais intrigué, j'étais intéressé, curieux de savoir comment ce son-là pouvait être généré. Alors, quand j'étais petit, donc il y a fort longtemps, dans les années 70, on va dire, j'ai été interpellé très vite par les sons électroniques. Tout ce qui pouvait être généré par des machines, ça me fascinait. Je trouvais ça incroyable. Et donc, parallèlement à ça, je faisais de la musique classique, je faisais du piano, je faisais du solfège en pagaille. Et donc, j'avais beaucoup d'instruments à la maison. J'avais un grand-père compositeur, enfin, qui avait un petit orchestre. Et donc, il y avait plein d'instruments aussi. Donc, j'étais très, on va dire, titillé par tous ces sons, quoi. Tous ces sons d'instruments. Donc, cet environnement plus cette curiosité ont fait que j'ai voulu très vite développer, à l'âge de 14 ans à peu près, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être ingénieur du son en musique. À la base, c'était ça. Je connaissais très peu le monde de l'audiovisuel, du cinéma. À Marseille, c'était un truc qui n'existait pas du tout. Donc forcément, j'imagine même pas que ça existait en fait. C'était comme n'importe qui. Ah bon, ça existe. Et donc, c'était la musique qui m'intéressait. Et l'idée, c'était d'être ingénieur du son, en plus d'être compositeur, musicien, instrumentiste, enfin tout ce domaine-là. En fait, c'était pas juste restreint à être ingénieur du son, mais il y avait tout ce domaine qui m'intéressait. Donc c'est pour ça qu'après, quand je suis parti à Paris, que je me suis retrouvé à travailler, à faire ce premier studio, celui de la Lune, studio avec Eric Husneau, qui a une galerie d'art aujourd'hui, ça m'a permis en fait de m'exprimer vraiment dans ces domaines à la fois musicaux et techniques, et on a composé pas mal de choses ensemble, donc c'était assez fun, quoi. On s'est bien éclaté. Et au fil des expériences, je sais que tu as aussi étudié à l'école Louis Lumière pour ce métier-là. Au fil de tout ce parcours, comment est-ce que tu le transmets aux étudiants de Aix-Marseille Université? Est-ce que tu donnes des cours? Alors je donne des cours, plus précisément, je leur fais faire les TP, c'est la travaux pratiques de montage son cinéma. Donc l'idée, c'est d'amener chez eux c'est tout ce dont je parle, tout ce qui m'anime, de faire en sorte de raconter des histoires avec le son. Mais ce que j'essaie là où j'essaie un petit peu de les influencer, j'essaie de les ouvrir en fait sur une manière un peu plus axée sur l'acoustique des choses, sur la matière des choses, mais la matière et puis surtout le son dans son acoustique.
Parce qu'en fait, c'est un truc qui manque essentiellement de manière générale dans toutes les formations aujourd'hui. Et ce que j'ai beaucoup appris en fait à Loup Lumière, acoustique fondamentale et acoustique architecturale, où je me suis régalé, où enfin, quand on aime le son, c'est passionnant forcément. Et on apprend tout ce qui est vibratoire, on apprend, il y a des profs passionnants qui racontaient des choses sur des salles de concert hallucinantes, qui se passaient des phénomènes acoustiques qui pouvaient, il se passait plein de choses. Et ça, c'était passionnant. Et ça, j'aime bien en fait en parler. Et j'aime bien les aiguiller vers ce sens-là en fait, de l'étude acoustique des choses, pas rester. L'acoustique fait partie du son, et c'est fondamental d'ailleurs. On peut pas le dissocier. Et je trouve qu'il y a un manque de manière globale sur ce secteur-là. Et est-ce que c'est un métier où on peut facilement trouver du travail justement, et encore plus à Marseille? Par rapport à la situation, qui est un peu spéciale quand même, parce qu'on a quand même énormément de médias et de l'IA qui arrivent en même temps. On a ce paradoxe en fait d'outils hyper puissants face à une demande constante, une progression constante en fait des médias. Il y a du travail, je dirais, pour ceux qui veulent vraiment se la donner, quoi, et qui sont passionnés. Si on veut faire du minimum, ça marche pas. Ça a toujours été le cas, mais là, il y a une facilité. Il y a peut-être 15-20 ans, c'était plutôt facile à un moment donné de venir dans l'audiovisuel, de faire du son, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, il y avait il y avait une explosion des médias avec Internet, avec tous ces trucs-là. C'était nouveau à l'époque, et il y avait toute cette matière, images et sons qui débarquaient. En plus de toutes les chaînes de télé, en plus qui elles aussi continuaient à croître. Et aujourd'hui, en fait, on a une perte de puissance de tout ça. Il y a eu la belle avec Netflix, Apple, Amazon, oui. Et quelques-uns comme ça là qui sont apparus et qui ont fait une petite bulle d'air pour tout ce monde. La bulle d'air s'est dégonflée déjà l'année dernière, elle va peut-être continuer à se dégonfler, on ne sait pas où ça va. L'IA est arrivée. Et l'IA est en train de faire en sorte que quand on est producteur et qu'on a besoin de faire un tournage et qu'on a besoin de faire du son, à un moment donné, on va plutôt se faire appel aux outils informatiques qu'il y a dans les logiciels, nouveaux logiciels, avec l'IA qui est intégrée, pour faire comme si on avait un bon son, pour faire croire qu'on a eu un bon son au tournage. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont très exploitées, sur les chaînes de télé d'ailleurs. Moi je les reconnais parce que c'est mon métier, donc j'entends tout de suite quand j'écoute TF1 et que j'écoute un reportage, je fais non mais sérieux. Tu sais si c'est un son IA ou studio? Je sais instantanément. La différence, si le elle son, se situe où? que ce soit une IA pour réparer des sons ou que ce soit une IA générative. Les deux, je les reconnais instantanément parce qu'en fait, il y a des structures verbales et de la manière dont on parle, quiconque, en fait, il y a des choses qui se passent qui n'existent pas dans l'IA. Et dans le timbre des voix, et dans la façon dont on vibre, ça n'existe pas dans l'IA. Donc en fait, c'est impersonnel, ça devient complètement... On sent que c'est la machine, en fait. D'accord. C'est de plus en plus utilisé? Très, en télévision notamment? Très utilisé. Le génératif... Pas sur du film long, en tout cas au-delà, on va dire, c'est plutôt concentré en télévision sur ce qui est publicité. C'est déjà beaucoup le cas. Il y a énormément de publicité faite en IA, on s'en rend pas compte. En fait, la blague marche parce qu'en fait, ce sont des formats courts, sur 15 secondes, 20, 30 secondes max. Après, ça commence à être un peu compliqué. Sur des choses courtes, en fait, on peut avoir une intention de jeu, on peut avoir quelques mots à dire, donc pas forcément 15 secondes de texte à fond. Donc c'est facile d'aller choper en génératif un comédien qui a posé sa voix, qui a alimenté le truc pour ressortir juste quelques petits phrasés qui vont fonctionner. Ça va faire la blague, ça va marcher. En 15 secondes, on peut se tromper d'ailleurs. Okay. Moi, je peux être bluffé. Des fois. Je peux me dire, c'est bizarre. C'est très bien fait quand même pour de la générative, quoi. Ouais. Et pourtant, ça marche. Mais ça va marcher 15 secondes. Au-delà, c'est pas possible. Et les choses, j'en ai entendu beaucoup déjà d'IA générative sur de la voix. D'accord. Mais aujourd'hui, au-delà de la découverte, de la mode, du machin, etc., ce qui se passe, c'est que les producteurs se rendent compte, en fait, c'est un super assistant. C'est un outil, en fait, d'aide à la fabrication pour maqueter. Pas pour finaliser, mais pour maqueter. Donc, en fait, il y a un petit peu, en ce moment, une réflexion et un retour en se disant, OK, calmons-nous, le génératif, on a 50 voix dispo sur tel serveur, machin, peut-être 30 sur un autre, etc. On les a toutes entendues. Ça y est. Donc on est en boucle sur la même chose déjà, on est en boucle. Et je les reconnais moi. J'entends que je fais, mais ça là, c'est ça de ça. Ouais, c'est presque les faux prénoms qu'ils mettent. Uniformise un peu, ouais. Oui. Ce sont des voix qui sont devenues classiques qu'on reconnaît instantanément. Ouais. Donc ça fait la blague sur des choses courtes, mais jamais sur des programmes longs.
Et l'IA, est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers au quotidien ou dans ton travail? Alors, je m'en sers particulièrement sur ce qui est nettoyage justement de son, sur la restauration sonore. Il y a une manière de s'en servir, il y a des méthodologies. C'est pas, je prends mon son, je le balance dedans et ça ressort propre. Ça marche pas. En fait, ça peut marcher dans un certain contexte, mais ça marche pas forcément systématiquement. Même, je dirais que ça marche plutôt une fois sur 10. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout un travail préparatoire, un travail de mixage aussi, un travail de mise en phase. Il y a tout un travail en fait technique quand même pour que le résultat soit probant et surtout qu'on récupère quelque chose qui soit vivant, pas quelque chose de trop trafiqué, trop abîmé et trop texturé. Parce que l'IA, quels que soient les modèles d'ailleurs, quels que soient les outils qu'on utilise en traitement de son, l'IA formate le son. Elle a tendance à le modéliser d'une certaine manière et ça s'entend clairement. Enfin, ça s'entend quand on est un peu initié, comme moi. J'entends systématiquement tout de suite toute voix qui est trafiquée à l'IA. Et ça, il faut pas y aller justement. Parce qu'en fait, ça, je pense que les chaînes de télé qui utilisent ça aujourd'hui, et quasiment elles y sont toutes dedans, elles ont mis tous les pieds dans le machin. Je trouve que c'est intéressant d'informer les gens qui nous écoutent, et qui pourront peut-être être un peu plus susceptibles à cette écoute. Ouais, mais je connais des gens qui sont pas du métier, avec qui je suis ami ou je discute et qui me disent ouais non mais j'ai entendu là la voix était bizarre. Ouais. Voilà. Ok, ça commence par du bizarre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au cours de notre échange et au montage final, ça sera bien nos deux voix. Il y aura pas d'IA derrière. Non. Normalement. Là, on va entrer dans le climax de cette interview. Florent, avant de conclure, deux petites questions. T'es prêt? Vas-y. Si Marseille avait un son, ce serait lequel? Le goéland. Hein. Pas mal. On n'a pas eu ça jusqu'à présent. Ça pouvait être le stade aussi, mais le stade, quand il se met à résonner, il est vraiment, c'est un son unique. Le stade, je crois qu'il n'y en a pas deux au monde, quoi, comme celui-là en tout cas. Alors juste pour faire un petit raccourci, donc goéland, tu as fait beaucoup de documentaires animaliers. Oui. Les ambiances sonores, il y a quelque chose de particulier chez les animaux sur le son? Alors, l'animalier, c'est un peu complexe parce qu'en fait, on peut pas s'amuser à se dire tiens, je vois un oiseau, tiens, c'est quoi l'oiseau? Un goéland. Ok, goéland. Ah, goéland. Je pose le son, ça fait le son du goéland. Super. Ben, en fait, non. Le goéland de Marseille parle pas le même goéland que celui non, mais c'est une hallucination. Hein. Quand j'ai découvert ça, en fait, parce que comme j'en ai fait pas mal, du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, ils sonnent pas pareil. Ah ouais, c'est peut-être que celui-là, il est comme ça, il est cendré, je sais pas quoi. Non, on va écouter l'autre. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, les animaux ne parlent pas de la même race, espèce, identifiée comme il faut. Parlent pas tout à fait de la même manière, qu'ils soient en Europe, en Afrique, ou en Asie, ou aux États-Unis, ou enfin en Amérique du Sud, ils n'ont pas le même truc. Voilà. Et sur les deux pôles aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a cette différence-là. Donc en fait, il y a un gros travail de documentation, de savoir l'animal, il est où, il fait quoi, il est quelle heure, dans quelle saison, dans quel environnement, etc. Enfin, il y a tout ce travail-là pour comprendre, en fait, pour essayer de lui faire dire quelque chose à un moment donné, ou en tout cas, on ne peut pas mettre une vocalise au pif. C'est pas parce que ça a été tourné que c'est la bonne vocalise d'ailleurs. C'est toujours personnalisé, adapté sur mesure. C'est forcément adapté. Ouais. Si on l'adapte pas, en fait, pour le commun des mortels, il y aura pas de différence. Le commun des mortels va écouter, il va dire ouais, bon, bah, c'est un oiseau, ouais, ok, c'est un goéland, ok, je connais, ouais, c'est bon. En fait, le spécialiste, oui, il y a des spécialistes hein, dans tout. Il fait, pourquoi il dit ça? L'oiseau, pourquoi l'oiseau dit ça alors qu'il n'est pas du tout dans le contexte? Enfin voilà, c'est intéressant. Ouais. Mais au fond, pourquoi tu fais ce métier? Et au fond, je fais ce métier parce que le son, c'est ma passion. J'adore le son. Je me régale en fait à partager des aventures humaines avec les gens qui viennent avec leurs films. Il y a un truc génial dans la post-production son, dont on se rend pas compte en fait, et j'essaie de communiquer ça justement à mes élèves quand j'en parle. C'est le côté psychologique, la manière d'amener les choses. On a un réalisateur qui va se pointer avec un film sur lequel il a travaillé depuis des années peut-être. Une histoire qui a été modifiée de son écriture au départ jusqu'à son aboutissement au niveau du montage. Et ça, on accueille quelqu'un qui a ce bagage-là. Donc ça veut dire que la personne elle a un cerveau déjà qui est bien encombré. C'est comment l'accueillir, comment échanger, comment s'imprégner de tout ce que cette personne a dans son ressenti par rapport à son film et ses besoins, ses envies, et comment, une fois intégré là-dedans, le rebalancer, lui rendre service en fait. En gros, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir amener, sachant que
le son, c'est ma passion, c'est mon délire, donc moi je m'éclate avec ça et j'aime bien raconter des histoires. Humainement, qu'est-ce que je vais partager pour ensuite pouvoir en rebalancer ça, le traduire en son. Et donc ça, c'est vraiment, je crois que c'est la partie la plus intéressante, c'est ce qui me motive. Quel que soit le projet d'ailleurs, c'est ça qui est aussi drôle, parce qu'en fait, ça peut être un petit truc. Il y a des différences de taille, évidemment, quand on parle d'une série de 28 saisons et quand on parle d'un petit film institutionnel fabriqué pour la marque Tartampion qui fait son petit machin, mais mais tout le monde se la donne. Tout le monde envoie. Et donc, quel que soit le contexte, le truc, en fait, ça vaut la peine de partager ça avec tout le monde. C'est pas juste restrictif à l'élite. J'aime pas ce côté élite, en fait. C'est pour ça que je suis assez... c'est beau, c'est magnifique. Oui. Mais tant qu'on se la pète pas, j'adore. Mais dès que ça commence à se la raconter, je fais ouais, non. Écoute, on va pas faire du bon travail. En tout cas, un grand merci à toi pour avoir partagé toutes ces anecdotes et de tout ton métier. C'était plus intéressant. Ça permet aussi de démocratiser l'accès à ces formations. Donc, si jamais on a des futurs élèves qui vont venir après avoir écouté Ciné Massilia, donc ça peut être pas mal. Je t'en prie. C'est un plaisir. Je vais t'inviter à signer notre logo. Il reste encore un petit peu de place. Tu étais notre 18e invité. Wow. Une pensée en souvenir de ton passage ici. Ah oui, t'as bien pris la place. Il faut savoir s'imposer dans la vie. Exactement. Et j'ai été attentif au son du feutre. Comme quoi, je ressors autrement dans cette interview. Merci beaucoup, Florent. On va suivre les nouvelles actualités pour Flopibo. À l'avenir, on va inviter les gens à aller voir ton site internet. Merci en tout cas pour ce moment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur YouTube, Instagram et tous les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour le 19e épisode. À bientôt.